Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre des personnes inspirantes et des entrepreneurs qui osent. Allô, allô? راك تكون ما مخلوش Test. هذوك يخلوك. C'est sérieux, c'est réglé. يلا vas-y, mais je vais changer un peu l'intro. نقص عليها شوية الحدية, peut-être elle peut se mieux se concentrer. Nzit. Bravo. On va refaire. Ça tombe bien pour refaire même le... Non, on va rien refaire. Merci beaucoup. Notre entrepreneur aujourd'hui est un homme passionné d'éducation. Il en a fait son entreprise. Il va nous en parler aujourd'hui, mais avant ça, il a eu un excellent parcours. Monsieur Nabil Mhiaoui, ravi de vous retrouver parmi nous aujourd'hui sur Impact Podcast. Bonjour, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Fedwa, merci Armand, merci YouFounders et l'UM6P. Franchement, c'est un grand plaisir, surtout quand on va connaître encore plus le sujet, parce que quelle innovation, vraiment. Alors, Merci. avant de commencer, moi, je me rappelle qu'on s'était rencontrés la première fois sur un bootcamp justement de YouFounders, et j'avais entendu une petite anecdote qu'à 13 ans, vous étiez déjà prêt à passer votre baccalauréat. Comment ça se fait que si vous nous en parlez aujourd'hui? Tout à fait. C'est un petit peu, je vais vous donner un petit aperçu un petit peu sur le contexte dans lequel ça s'est passé. Quand j'étais jeune, en fait, j'avais commencé à manipuler des objets techniques, donc dans l'atelier de mon père, qui était technicien. Et donc je jouais avec toutes sortes d'objets très avancés en fait dans leur principe. Mais moi, pour moi, c'était des jeux au début, donc des jouets. Et au fur et à mesure que je manipulais ça, donc je me posais des questions sur à quoi elles servent, comment elles peuvent fonctionner, comment je peux les assembler pour créer quelque chose d'utile après, qui va m'amuser donc D'accord. à l'époque. Et je posais des questions petit à petit, et c'est comme ça que j'étais tombé un peu amoureux de la technologie au sens général, donc surtout de la pratique au début. Mais après, je suis devenu aussi avide de théorie parce que c'est cette pratique qui a réveillé cette curiosité en moi. Donc, de fil en aiguille, quand j'étais arrivé au collège, heu, j'étais tranquille pendant les études, donc je maîtrisais un peu ce que je faisais. Donc, et à un moment, je voyais que ça peut prendre beaucoup d'années pour faire le bac, pour faire ceci, pour faire cela. Et donc, j'ai décidé d'accélérer ça un petit peu. L'idée a été aussi motivée parce que d'autres élèves venaient me voir pour les aider à résoudre leurs problèmes, mais parfois même quand ils me dépassaient d'une année. D'accord. Donc en regardant ce qu'ils faisaient, donc ça, et donc ça, je me suis dit: «Pourquoi pas ne pas aller directement voir ces programmes, passer le bac et voir autre chose?» D'accord. Donc je voulais gagner du temps, en fait. Heu, donc j'ai commencé à préparer, donc je vais vous épargner les détails de ça. Disons que ça a pris une année à peu près. Donc la deuxième année du collège, j'étais un peu prêt, et quand j'étais parti pour déposer mon dossier pour passer le bac, alors là, c'était le choc. Là, on me dit que les conditions sont, fallait avoir 15 ans et il fallait avoir son bac 1, qui est la première. Oui. Donc de toute manière, fallait que j'attende au moins 4 ans avant de pouvoir passer ce bac. Donc j'ai réfléchi, j'étais un peu déçu, et donc j'ai décroché de l'école. Décroché au sens où j'étais au courant que c'est important de continuer, mais j'allais plus à l'école, j'étais plus, j'allais aux devoirs, aux évaluations, aux examens uniquement, et le reste du temps, donc j'enseignais. J'enseignais qui? C'était surtout les fils des professeurs, du surveillant, des établissements à côté, et cetera. Donc ça s'est connu un petit peu comme ça dans la ville. Et donc petit à petit, donc moi, je faisais l'enseignement de ce côté-là, et de l'autre côté, j'étais allé voir vers la fac. Donc je commençais à ramener les livres, à l'aide de cartes d'autres camarades que j'aidais à faire un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc comme j'ai pu faire jusqu'au bac, je me suis dit: «Maintenant c'est simple, on peut faire ce qu'on veut». Donc c'est au début, c'était un mur, mais Ouais. après, Et à ce moment-là, tu avais à peu près quel âge? donc c'était 13-14 ans, D'accord. et donc pendant ces 4-5 années, jusqu'au bac réel, normal, donc je faisais ça, donc j'enseignais et je lisais des livres un petit peu pour la fac, et je continuais à faire de la pratique. Waouh, On avait fait un oscilloscope, un tas de choses, mais je pense que le temps ne suffira pas à détailler. Donc ce que j'ai retenu un petit peu dans tout ça, c'est que malgré ce mode déconnecté et autonome, j'avais une compréhension plus profonde des notions
que mes camarades, que même les lauréats, j'ai rencontré j'étais un petit peu les gens, ça attirait ça en moi que j'ai cette avance. Donc, même des ingénieurs, et cetera, du quartier venaient me parler pour voir cette curiosité, et cetera. Et inversement, moi, quand je discute avec eux, je me rends compte de lacunes chez eux. Et donc, ça m'a complètement chamboulé la vision des choses. Donc, quand j'étais parti en prépa, donc déjà les programmes, je connaissais. Donc, ça a continué un petit peu en prépa comme ça, à donner des cours et à faire autre chose. À l'occasion, au bac, j'ai eu une bourse Al-Akhawain que mes parents voulaient absolument que je prenne, mais que j'ai décliné avec beaucoup de force. Donc, j'étais parti faire les prépas. Après les prépas, donc, j'ai eu un peu la chance d'intégrer l'école polytechnique. J'étais aussi admis à Centrale, l'école normale, un tas d'autres écoles. Ici au Maroc, l'école Mohammedia aussi, j'y étais allé. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est sur un coup de oser un peu et laisser l'intuition nous guider à travers son parcours, au lieu d'avoir tout dicté par d'autres personnes qui changent d'année en année. Et chaque année, ils vont nous demander des choses différentes selon leur vision des choses. Quelle fierté, franchement, quelle fierté d'avoir des génies marocains tout aussi brillants, parce que quelque part, c'est un peu ça. Est-ce que c'est un peu l'étiquette qu'on te donnait à chaque fois? Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est exactement ça l'étiquette, et c'est une étiquette que j'aimais pas beaucoup quand j'étais jeune. Parce que en fait, pour moi, comment je le percevais, c'est que ça annulait mes efforts. D'accord, Si on peut faire tout ça, c'est parce qu'on est né un génie, on n'a rien fait. d'accord. C'est comme ça, c'est un don. Alors que moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que premièrement, mon père avant moi, bien qu'il ait grandi dans des conditions encore plus, voilà, basiques que les miennes, avait fait pareil. Il était parti sur la pratique, il était parti sur des domaines qui étaient complètement inconnus dans sa ville. Aussi, ça a donné à des résultats un peu similaires avec mon frère. D'accord. Donc c'est des choses qui ont l'air de marcher, de l'air de se répéter. Donc je pense que les explications du type, génie, doué, ce genre de choses, ce sont des résumés qui ne captent pas toute la profondeur du parcours d'apprentissage. Et donc, est-ce que finalement, c'est la curiosité, le secret? Oui, absolument, en grande partie. Donc ça commence par la curiosité, ensuite par le jeu. On se donne un espace où on découvre ce qu'on aime, et après le jeu, par des projets. Une fois on découvre via le jeu des choses, on se donne des objectifs et on construit des choses. Et en voulant les construire, donc ça stimule des inconnus qu'on a, et on va chercher l'information. Et c'est comme ça qu'on construit un parcours qui est imbriqué, où chaque pièce prend sa partie dans le puzzle. Justement, au fait, en parlant de parcours imbriqué, alors, après l'école polytechnique, tu as travaillé dans plusieurs grandes entreprises au Maroc À l'étranger aussi. et à l'étranger aussi. Et donc du coup, la place, de tout ça dans ton non, enfin, juste après, tu es passé à l'entrepreneuriat. Alors déjà, je voudrais savoir qu'est-ce que le passage en entreprise t'a apporté? Et puis quel a été le déclic qui a fait que tu as laissé tomber, ton poste en entreprise qui était quand même, assez bien, on va dire, assez confortable pour passer justement sur l'entrepreneuriat? Ouais. En fait, c'est une question que j'ai dû réfléchir pendant des années et des années. Comme je vous ai un petit peu, raconté les débuts, vous pouvez deviner que j'ai un petit peu l'esprit entrepreneur de faire les choses à ma manière et en cherchant plus d'efficacité. Mmh. C'est ma façon de faire les choses. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quand j'étais en France. C'est qu'un jour, je discutais avec un amiral, et on discutait, de comment on est en France. Est-ce que je veux rester en France? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je veux devenir éventuellement français? Ce genre de questions, et cet échange, ça m'a fait un déclic. C'est qu'en fait, il faudrait que je revienne après, et il faudrait que je travaille sur ce sujet-là, de l'éducation. On a parlé de passion, on a parlé de qu'est-ce qu'il faut faire, de la culture, d'un tas de choses, et donc ce déclic-là, je voulais le concrétiser. Mais avant, ce n'est pas facile. Je voulais pas faire, je voulais pas partir de zéro. Donc, en mode entrepreneur, à chercher, taper dans toutes les portes. C'est pas parce que ça ne marche pas, non, c'est parce que c'est pas suffisamment efficace. Donc, j'ai choisi une voie un peu efficace. Je vais mettre peut-être une petite parenthèse, mon orientation.
Moi, j'ai choisi la finance de marché, donc Mhm. pour aller faire du trading, ce genre de choses. Alors, c'est de grands clichés que tout le monde veut le faire, etc. Donc, je vous avoue, j'ai fait la même chose. Pourquoi? Parce que les choix qu'on fait, même si j'avais mes passions, mes orientations, etc., il y a une certaine confiance qu'on doit avoir dans ses choix. Ça veut dire se baquer, parce qu'on sait que les choses sont risquées. Et à chaque fois, il faut se baquer. Et donc, pour se baquer, on voit les meilleurs, ceux qui ont les meilleures notes, ceux qui sont les mieux connus, etc. Et on veut faire comme eux. On veut être parmi cette élite-là. Donc, il y avait, les gens ont fait sciences maths. Bon, moi aussi, je peux faire sciences maths. Les gens font. C'est quoi le truc le plus difficile? Ça va être les prépas. Bon, faisons les prépas. Il y a quoi après? Il y a l'école polytechnique. OK, faisons l'école polytechnique. Il y a quoi dedans? Il y a le trading. Il faut avoir des A pour avoir le trading. OK, faisons le trading. Et à un moment, quand je suis rentré dans le trading, ce n'était pas du trading normal, c'était du trading algorithmique. Donc, c'est à base d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Donc déjà, ça tournait sur GPU, c'était en 2007-2008. J'ai toujours des photos avec ce genre de... Et donc, ce choix, après, je me suis remis en question quand j'étais en entreprise. Maintenant, on fait du trading, ça consiste à quoi? Qu'est-ce que je veux? Je ne vais pas parler rentabilité tout le temps, et après, on a toute cette rentabilité, et pourquoi faire? Quel va être l'impact sur moi, sur le reste, sur l'environnement, sur la société? Donc, à un moment, j'ai réalisé que ce n'était pas ça ma voie. Et donc j'étais, rentré au Maroc, aussi il y avait des circonstances qui ont fait que j'étais rentré au Maroc, familial et professionnel. J'ai eu des gens très haut placés aussi qui m'ont approché pour un poste et que j'avais accepté à l'époque. Donc j'ai fait une phase en stratégie publique, surtout les aspects économiques, surtout, écologiques, climatiques, énergétiques. Donc c'était vers, 2012-2013. Donc j'ai fait un peu ça et après je me suis dit: «OK, maintenant je vois un petit peu». Donc ça là, je me suis exercé à parler, à écrire des articles et cetera. Après, il y avait une petite nostalgie vers tout ce qui est scientifique, rigoureux, mathématique, des choses qui peuvent être, heu, plus inspirées. Heu et donc j'ai décidé de revenir à la finance en quelque sorte, Mhm. par la porte de la stratégie. Parce que là, j'ai commencé à développer ce volet stratégie avec la finance. Et donc là, j'étais allé dans un autre grand groupe, donc le groupe CDG. Et donc j'ai fait de la stratégie et de la finance, pendant plusieurs années, donc peut-être 8-9 ans, séparés par un passage, à l'OCP aussi, où j'étais en stratégie quantitative. Donc j'ai fait des va-et-vient donc dans mon parcours professionnel, et ma valeur ajoutée et ce que j'aimais faire, c'est toujours relier les choses. Parce que, le monde actuel a fait en sorte qu'on valorise beaucoup la spécialisation. Et on considère que les gens qui ne sont pas spécialisés, alors ils doivent avoir un savoir-faire qui est pas très épais, qui doit être à une couche assez fine. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent maîtriser 2 domaines, 3 domaines, les maîtriser bien comme il faut et à force de s'y mettre, on y arrive. C'est aussi des passions qui doivent guider ça. C'est pas juste, donc voilà, donc j'ai fait un peu ce tour-là entre la stratégie, entre la finance. J'ai géré des projets de développement, des projets de prédiction, ce genre de choses. Et donc au bout de ces années d'expérience, ça m'a permis de cumuler un peu de l'expérience sociale surtout aussi, du savoir-faire sur d'autres domaines qui n'étaient pas dans les STEM, heu, savoir vendre ou savoir faire du marketing ou savoir, établir, des relations spéciales avec certaines personnes, ça demande beaucoup de travail sur soi et j'y travaille encore et en tout cas, j'ai fait quelques étapes depuis et du coup, aussi avec un tout petit peu de moyens pour faire ce démarrage de start-up. Je voulais pas être la start-up qui rêve, je voulais être la start-up qui va commencer par agir et après, c'est comme ça qu'elle peut fédérer les gens autour. Un pas après l'autre, Ouais, c'est ça? exactement. Sagement, quoi. Un peu de sagesse, c'est ça? Il le faut bien, parce que je pense qu'un volet qui n'est pas très pris au sérieux dans l'éducation, heu, c'est la gestion des risques. Mmh. Or toute la vie, c'est un risque. Donc ça commence dès l'enfance, dès les choix qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est la gestion des risques et cette gestion des risques, ça consiste à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, en fait. D'accord, donc on risque bien beaucoup de belles surprises avec toi, Nabil. Il y a plein d'œufs qui vont éclore par la suite, c'est ça? Inch'Allah, je l'espère bien. Inch'Allah. Alors je vais revenir justement sur la passion. Heu tu en as parlé et donc du coup ta passion, c'était d'abord l'éducation.
absolument. Alors, si tu en parlais un peu, pourquoi l'éducation? Est-ce que c'est parce que toi, tu as eu un parcours assez atypique, donc au fait qui t'a permis d'être la personne brillante que tu es aujourd'hui ou pourquoi ce choix? Alors, heu, ce choix, il vient de 2 aspects, voire 3 principaux. Le 1er, c'est mon expérience en éducation. Ça veut dire j'ai commencé à enseigner à partir de l'âge de 11 ans, 12 ans et j'enseigne encore. Même en parallèle de tout ça, j'ai toujours enseigné. Heu, J'étais dans des universités, à Rabat, des écoles d'ingénieurs et cetera, donc sans les nommer, sans donc ça, c'est une passion qui est profonde, parce que, je vais vous avouer un truc que je ne disais pas à l'époque, en fait, pour réviser, pour passer le bac, par exemple, pour réviser, je n'ai pas pris un seul livre. J'ai révisé en donnant des cours aux autres et le fait d'enseigner quelque chose, ça devient complètement indélébile dans votre tête, elle est là pour toujours et ce qui fait que même maintenant, donc quand je me pose avec des ingénieurs, avec des gens, des professeurs et cetera, des fois on se fait le challenge de: «Tu te souviens de ceci? Cette théorie, c'est quoi cet aspect? C'est quoi la relation entre les 2?» Et souvent les gens disent: «J'ai oublié, j'ai tout oublié». Je me dis: «Ben, tout oublié, c'est qu'on n'a pas bien compris le fond des On n'a choses». pas bien assimilé, Ah non, cette telle théorie ou autre. exactement, exactement et donc ça, c'est une vocation de transmettre cette façon, de pouvoir aller au fond des choses et d'acquérir, la capacité d'apprentissage. C'est pas d'acquérir un skill en particulier ou une matière en particulier, mais cette capacité de s'adapter et de venir au bout de n'importe quel sujet auquel on prête notre attention. Et l'intelligence artificielle alors? Parce que je sais, enfin, on fera un petit exercice pour présenter Praticourt, mais avant ça, l'intérêt pour l'intelligence artificielle, est-ce que l'intérêt est propre déjà dès le départ ou là, est-ce qu'il est venu par le temps vu que le marché est demandeur justement et qu'on est en plein dedans aujourd'hui? Il y a un peu des 2 et j'aimerais bien être du bon côté. En fait, sur l'intelligence artificielle, il y a d'une part un grand hype sur l'intelligence artificielle, où tout le monde en parle, même quand on n'a jamais fait d'informatique, même quand on n'a jamais fait de mathématiques. Et ça, c'est le côté hype. Et c'est normal, parce que dans la vie, il faut que les gens vendent leurs produits, et l'intelligence artificielle, c'est un excellent édulcorant pour faire fonctionner ça. Mais ce n'est pas le côté qui m'intéresse. Le côté qui m'intéresse, c'est le côté plus profond, donc qui révolutionne notre approche à la machine et à la technologie, aux outils. Et ça dépasse largement ce qu'on pourrait y penser. Parce que revenons un petit moment à l'éducation. Heu, Si on se pose la question, quelle est la meilleure façon possible du monde d'assurer une éducation à un enfant? Donc pour répondre à la question, je ne vais pas vous donner juste mon avis. Regardons ce qu'ont fait les gens, célèbres dans l'histoire. Alexandre le Grand, il avait comme mentor et professeur qui s'occupait de tout, il avait Platon. C'était pas n'importe qui. Voilà, donc c'est ce volet mentorat qui est très essentiel, d'avoir quelqu'un de super doué, super sage, qui va nous transmettre sa façon de faire mais ça, on ne peut pas se le permettre. Pour donner un autre exemple plus récent, c'est Da Vinci, Léonard de Vinci avec François Ier. Heu et donc c'est des cas qui montrent que pour avoir une éducation vraiment d'élite, il faut trouver quelqu'un d'exceptionnel, le mettre avec l'enfant et tout seul pour que ce soit individualisé, qu'il s'en occupe. Alors ça, c'est pas réaliste. Donc on est obligé de créer une structure, des structures où on va, pour optimiser le coût, mettre les gens en classe, les mettre dans une organisation, mettre parce que on ne peut pas avoir tous les profs excellents, super, on va mettre des programmes, on va définir les choses en amont et tout à coup, l'expérience de l'apprentissage devient beaucoup moins personnalisée. D'accord. Donc l'intelligence artificielle, ça nous donne un outil qui sera capable de nous enseigner des choses à notre façon. Parce que comme vous voyez avec ChatGPT, il apprend le langage, il arrive à s'exprimer dans même différents styles de différentes personnes, il peut même imiter des façons de chanter. Mmh. Donc ces capacités-là, si on les utilise pour la cause de l'éducation, ils vont permettre d'assurer un apprentissage qui est personnalisé. Mais donc ça, c'est le volet intelligence artificielle, bien sûr, sans oublier le côté pratique que l'intelligence artificielle ne peut pas assurer pour l'instant tant qu'elle n'a pas de bras.
Oui, tant qu'elle n'a Voilà. pas de roi, c'est vrai. D'accord. Alors, tout ça me mène un peu, à parler de Praticourt parce que bon, moi je connais un peu le projet, mais cela fait combien de temps que ça a été lancé? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, OK, donc on est à fond dans les pitchs, j'imagine en ce moment, c'est ça? Oui, j'en ai fait quelques-uns, D'accord. mais j'équilibre un petit peu, le temps, une partie au travail, à la production, une partie au développement de ce que je fais, c'est toujours le plan B, hein, et une partie à la recherche effectivement de financement et de moyens. Super. Alors moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse ce petit exercice justement devant les caméras de Impact Podcast aujourd'hui. Avec grand plaisir. Nous présenter Praticourt en 2 minutes, allez 2 minutes 30, ça va? Très bien. On se prête au jeu? OK, Alors je super. vais juste te demander de voir cette caméra-là et on y va. Alors, Praticourt, est une start-up éducative, qui voudrait, propulser l'éducation, à un niveau supérieur. Donc l'idée de Praticourt, c'est de lier 2 aspects qui sont fondamentaux dans l'éducation. Le premier, c'est l'apprentissage par la curiosité et par la pratique, qu'on sache ce qu'on fait et qu'on connecte ce qu'on sait, à ce qu'on est en train d'apprendre, avec un volet pratique et multisensoriel qui utilise tous les sens pour constituer quelque chose de plus durable qui peut rester au fond de la pensée. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de l'automatisation et de l'intelligence qui consiste donc à offrir un soutien personnalisé qui puisse permettre aux apprenants, mais aussi aux professeurs, d'assurer cette éducation de la meilleure façon qui soit. Donc, ça nous permet d'offrir à nos apprenants donc des sessions qui sont pratiques sur place, mais aussi des sessions qui sont théoriques et pratiques plus à distance. Et on est en train de travailler sur une plateforme d'intelligence artificielle qui va permettre aux apprenants de travailler, d'avoir des explications personnalisées à leur niveau et de pouvoir préparer, même durant les week-ends, le soir, et cetera. Donc on est en train de travailler sur cette désynchronisation de l'enseignement entre l'élève, et le professeur. Donc il y a toujours la composante humaine, le professeur sera toujours là pour supporter l'élève et pour apporter ce que l'intelligence ne peut pas encore apporter. Mais en même temps, on apporte un guide, donc le professeur devient un guide et ce guide, il bénéficie aussi de ce que récolte l'intelligence artificielle pour mieux connaître les individus et mieux personnaliser ses apprentissages. Donc actuellement, on a un centre à Rabat, donc qui travaille avec des particuliers, pour des activités, soit de mentorat scolaire, donc où on travaille ces relations entre les matières, mais aussi on construit l'orientation de l'élève. On la construit, on ne la lui donne pas, donc on la construit avec lui. Et d'autre part, on travaille avec les écoles, pour tout ce qui est activités extrascolaires et formation de leur, corps professoral. Et donc ça nous permet d'avoir un impact, concret, dès aujourd'hui, donc depuis l'année dernière, sur le terrain. On va applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Franchement, Merci beaucoup. excellente idée, excellent pitch. Merci beaucoup, Nabil. Merci beaucoup, Fedwa. Alors, franchement, la mission, elle est vraiment très noble parce que justement, on a beaucoup de problèmes d'orientation justement au niveau de l'éducation au Maroc et ça fait partie des sujets. Alors, on a vu sur la vidéo qu'il y avait surtout des enfants et des adolescents. Donc, est-ce que vous travaillez principalement avec avec cette catégorie d'âge? Est-ce que c'est ramené à évoluer par la suite? Comment est-ce que vous voyez un peu le développement de Praticourt? Absolument. En fait, notre vision, c'est de commencer très tôt et de continuer parce qu'à partir de maintenant, il faut être dans une perspective d'apprentissage continu, sinon le monde évolue trop vite pour qu'on reste figé dans le passé. Mais on ne peut pas tout réaliser avec les moyens actuels. Donc, d'une part, on a coupé vers le bas, donc à partir de 5 ans, parce qu'on D'accord. ne peut pas gérer la complexité des De la enfants qui petite sont plus, enfance? oui, exactement, avec ce qu'ils doivent manger, les accidents, et cetera. Donc, il faut avoir des moyens qui sont sérieux pour pouvoir assurer cette partie. Et aussi, on ne voulait pas trop s'éparpiller en allant vers le supérieur très vite. Effectivement, on travaille sur des partenariats actuels avec différents professeurs universitaires sur comment on pourrait translater ça vers l'éducation supérieure. On a une très bonne vision sur ça, mais c'est quelque chose qui est amené à venir plus tard, s'imbriquer un petit peu à ce cursus d'enseignement continu. Super. Et donc, tu as parlé de Rabat. C'est amené aussi à évoluer dans les autres villes du Maroc, Absolument, éventuellement à l'étranger aussi? je l'espère bien. En fait, vraiment, notre vision d'un point de vue géographique, c'est d'aller au-delà des contraintes des grandes villes.
et donc au-delà du Maroc déjà. Donc déjà partout dans les régions du Maroc. Donc le fait de réaliser cette plateforme et ces façons un petit peu qui sont supportées par l'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'employer des gens dans les différentes régions qui sont issus du milieu local. J'en connais beaucoup qui sont issus d'universités, et cetera. Ils ont d'autres types de problèmes qui ont fait qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils auraient dû mériter, mais on pourra travailler avec eux pour délivrer sur place et utiliser leur génie sur place qui est caché, qui est inconnu pour nous, heu, au profit de ces enfants. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de coût, d'optimisation, et donc ça va nous permettre de réduire les coûts. Et une fois, on va pouvoir couvrir une large portion un petit peu de ces villes, donc là, on pourra aller vers l'étranger ou peut-être en parallèle, donc ça dépend des opportunités que nous allons rencontrer. Mais l'Afrique, ça nous paraît un bon terrain pour développer ça. Heu, Bien que ce soit beaucoup plus facile de le faire en Europe, je n'ai pas l'intention de le faire très prochainement, parce que j'aime bien cette dimension humaine africaine de chercher à donner le meilleur aux gens qui en ont le plus besoin. Parce que l'éducation, ce qu'on est en train de faire, il est peut-être partiellement accessible aux gens qui ont les moyens. Mmh. Ils peuvent choisir les centres, les professeurs, les choses, et cetera. Mais pour la classe populaire, il faut qu'on arrive à leur offrir quelque chose de qualité parce que tous les enfants, sont pareils, ont les mêmes droits et il faut qu'on travaille nous, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je salue à l'occasion l'UM6P pour toutes les initiatives, de 1337 et compagnie dans toutes les régions, donc ça, c'est très intéressant, ouais. Ouais, qui accompagne justement Absolument. tout cet avancement un peu digital et tout cet avancement, Absolument. AI qui est quasiment intégré, dans tous les programmes au niveau de l'UM6P Ben Guedel. Nous ne sommes Alors pas à cette échelle-là, nous on a des inch'Allah. moyens très modestes, mais on est vraiment ouvert, pour travailler avec toutes les parties prenantes pour développer cette éducation partout dans l'Afrique. Ben, en tout cas, je te souhaite et je souhaite à Praticourt, beaucoup de succès. Alors, Merci beaucoup, je Fatima. vais revenir sur le point, entrepreneurial, au fait, que t'apporte aujourd'hui, sur une dimension humaine, comme tu en parlais, que t'apporte aujourd'hui l'entrepreneuriat sur cette dimension humaine? Énormément de choses. D'accord, si on mettait, des noms sur le énormément des choses. Oui, ça m'apporte la liberté, premièrement, D'accord. et ça, c'est très important parce qu'un homme qui n'est pas libre ne peut pas réfléchir sereinement. Je veux dire, par liberté, c'est la capacité de faire, de se vouer à ses vocations, aux choses qui nous font bouger et à les concrétiser jusqu'au bout. Même quand ça ne marche pas une certaine durée, on peut persévérer quand même. On n'aura pas quelqu'un pour nous arrêter. Mmh. Donc c'est seules les contraintes physiques peuvent nous arrêter. Donc ça, c'est un volet. Et l'autre volet que j'ai beaucoup aimé, c'est de tout apprendre. C'est d'avoir la possibilité d'avoir un apprentissage à profusion. Pour les petites histoires, des apprentissages que j'ai dû rencontrer, bah, pour commencer, il fallait commencer à communiquer. Les sciences, et cetera, ça, c'est pas le problème, ça, c'est des choses que j'ai ramenées avec moi, mais la communication, vendre, savoir gérer un local, des salariés, et cetera, même si j'ai géré des équipes par le passé, mais être celui qui est un peu le patron dans la structure, c'est plus difficile. J'avoue que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Et donc il y a un apprentissage humain à gérer ça et à pousser les gens vers l'autonomie, sans être tout le temps là, mais être le meilleur guide, heu, indirect, mais aussi sur des apprentissages qui sont aussi, concrets, genre par exemple la communication. J'ai dû apprendre à faire des designs moi-même des fois parce qu'au début, je ne pouvais pas me permettre un grand cabinet, une grande agence Mmh. de communication, donc je ne peux pas me permettre ça. En même temps, donc en essayant de travailler avec les freelances, heu, la plupart, c'est des skills qui sont un peu légères. Mmh. Ça coûte pas cher, mais on en a pour ce que on a pour Ce qu'on paye. ce qu'on paye, voilà. Donc à un moment, j'ai dit: Ça va pas me donner une image cohérente, que sur la communication, sur l'image, sur» et c'est pour ça que tout ce que vous voyez ici, c'est moi-même. Donc le site web, les pages, et cetera. Je me fais aider certainement, mais je me fais aider, sur des choses qui se répliquent par la suite. D'accord. Je suis obligé de défricher. Parce que si on veut faire une croissance spectaculaire, on ne peut pas la faire avec une agence de communication moyenne. Ouais, donc on est Donc obligé de donc et moi, je ne suis pas un pro de la communication. Donc ce que je vais faire, je vais apprendre et je vais demander aux gens qui savent mieux que moi
et petit à petit, ça prend forme. Magnifique, franchement. Euh, Vraiment, je suis agréablement, à chaque fois que tu expliques encore plus dans ton mode de fonctionnement, d'apprentissage, tu te pousses à bout et vraiment, c'est tout à ton honneur. C'est très, très beau parcours. Merci beaucoup. Justement, au fait, tu te fais accompagner, tu en parlais et tu es ouvert à ça. Et justement, j'aimerais beaucoup qu'on puisse en parler. Tu as Absolument, profité du programme YouFounder qui est absolument. dans la phase d'accompagnement des startups. Euh, Pourquoi est-ce que tu as fait ça déjà? Parce que l'entreprise, elle existait déjà depuis 1 an. Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à d'autres personnes qui souhaiteraient intégrer ce programme? Heu, Moi, essentiellement, ce que je cherchais pour l'entreprise, c'est ce facteur-là humain, d'avoir cet échange, de voir ce que les gens font. Et aussi d'avoir plus d'inspiration. C'est en ayant plusieurs histoires et déjà avec vous franchement, j'ai énormément appris de choses avec Armand et avec tous les start-upers aussi. Donc tous ces entrepreneurs ultra motivés qui sont là pour créer des choses. Franchement, c'est fascinant à juste aller voir, avec leurs ambitions et tout. Donc c'est quelque chose que je voulais vivre, donc avec les autres. Et aussi, YouFounders a eu, pas mal de rôles très pratiques. Il y avait des formations, sur pas mal de sujets, la comptabilité, le design thinking, le comment vendre, donc beaucoup de sujets. Et aussi, on nous présente des personnes, donc en tant que mentor ou en tant que partenaire dans quelque chose et ça permet de discuter avec eux, donc j'en ai eu, quelques-uns et c'était hyper riche. On a eu des discussions, aussi profondes que ce qu'on est en train d'avoir maintenant, donc sur le pourquoi on fait ça et cetera. C'est des gens qui sont très intelligents, qui ont vu beaucoup de choses et donc qui m'ont aussi, beaucoup inspiré, avec leur façon de voir les choses aussi. Et donc je pense que, franchement, YouFounders, c'est une des initiatives qu'on aimerait en voir beaucoup, dans le futur et que surtout que ça puisse être ouvert au plus grand nombre. Parce que cette phase de démarrage, faut l'avouer que j'ai eu des atouts pour pouvoir faire ça. Si j'avais pas travaillé en entreprise, si j'avais pas pu avoir des postes et cetera, on peut avoir des gens très brillants, très intelligents, peut-être beaucoup plus intelligents que moi, qui n'auraient pas cette possibilité d'aller faire ça directement. Parce que si supposons j'étais pas admis à l'école polytechnique, donc c'est juste une copie, et mal corrigée et on finit, on n'est pas admis. Donc direct, bah, on est en école d'ingénieur marocaine, voilà et vous connaissez la suite de l'histoire, c'est pas évident de s'en sortir. Donc voilà, donc franchement, je vous, félicite, je vous salue pour ces initiatives et franchement, l'idée de mettre cet écosystème dans son ensemble, c'est une idée de génie. C'est très visionnaire et pour avoir été pa pour être passé de l'OCP, j'en sais quelque chose. D'accord. Alors, moi, je retiens une chose qu'il faut jamais arrêter d'apprendre de ce podcast. Absolument. Finalement, c'est ça ce que je retiens. Merci beaucoup, Nabil, d'avoir partagé avec nous cette de nous avoir encouragés quelque part à continuer à apprendre, d'avoir, partagé avec nous tout ton parcours et puis nous avoir dit que le secret quelque part, c'était d'attisser son esprit de curiosité, de le développer davantage. Est-ce que toi, tu as envie de dire un dernier mot pour les entrepreneurs qui nous regardent? Alors, je leur dirais, soyez vous-même et votre orientation, il ne faut pas partir sur les clichés. Il y a le cliché de: «Faites ce que vous aimez quoi qu'il en coûte». C'est pas totalement vrai. Ça peut être un bon début, donc faire ce qu'on aime, améliorer les bonnes skills et avancer. Mais en réalité, ce qui aide, c'est un mix entre ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et tous les potentiels de toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans son parcours. Donc soyez ouverts, n'arrêtez pas d'apprendre et soyez le stratège de votre vie, parce qu'il y a personne d'autre mieux que vous qui saura vous guider. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Fedwa, merci, YouFounders, merci, UM6P et j'espère, donc vous revoir donc par la suite du programme YouFounders dans Bien les sûr, autres avec grand sessions. plaisir. Merci beaucoup. Merci.